Cette histoire commence en l'an 3972, lorsqu'un homme reçoit une profonde entaille à l'œil gauche. Cela survient après que l'Empire ait envoyé 14 de ses héros, armés de lances, pour éviter une invasion du pays des ténèbres. Cet homme, furieux, reproche à ses compagnons d'agir ainsi malgré leur camaraderie, mais les 7 héros restants observent les 3 corps sans vie à proximité et lui annoncent qu'ils recevront l'honneur à sa place, car il sera exécuté pour trahison envers l'Empire. Ainsi commence leur quête, en pleine période de prospérité. 20 ans plus tard, dans la ville de Rield, où la sécurité est très stricte, une jeune fille se cache dans un chariot. Elle espère bientôt atteindre le port et traverser la frontière pour rejoindre l'autre côté de la ville, où se trouvent les 7 héros. Cependant, peu après, Racheb, le moine-chef, annonce à tous qu'une exécution de clandestins sera réalisée. Il feint de ne pas apprécier cette tâche, bien que son regard révèle qu'il la savoure, justifiant ses actions par la nécessité de protéger la frontière. Il précise que les personnes souhaitant voyager doivent demander un laissez-passer au monastère. Pendant ce temps, un guerrier observe la scène depuis les hauteurs. Peu après, Racheb découvre l'un de ses gardes avec une jeune fille qui pleure et implore de l'aide. Le garde affirme qu'il s'agit d'une clandestine, mais la fille continue de pleurer. Racheb, impassible, déclare qu'elle connaîtra le même sort que les 4 précédents. C'est alors que notre protagoniste, Koinzel, arrive en l'appelant par le nom de Pipi, ce qui la surprend, car elle ne le connaît pas et ce n'est pas son nom. Koinzel la réprimande pour ne pas s'être rendue là où il lui avait dit, puis la libère des mains du garde. Racheb demande à Koinzel qui il est. Koinzel ment en prétendant être son frère, mais le moine ne le croit pas et annonce que les deux seront exécutés. Avant que Koinzel ne dégaine son épée, le guerrier observateur intervient, s'excusant pour les ennuis causés par ces jeunes. Il s'approche de Racheb et lui offre 5 pièces d'or pour obtenir son aide. Séduit par l'argent, Racheb accepte et les laisse partir, en déclarant qu'il semble rempli de vertu. Quelques minutes plus tard, Pipi remercie Koinzel de lui avoir sauvé la vie, mais il la réprimande doucement. Il lui explique qu'il était également dans ce chariot et prévoyait de passer la frontière incognito, mais son intervention a fait échouer son plan. L'homme leur dit que leurs projets sont naïfs et qu'ils n'arriveront jamais de l'autre côté ainsi. Il leur raconte qu'il a dû payer une importante somme d'argent à un contrebandier pour organiser son passage et qu'il ne veut pas que leurs actions imprudentes ruinent ses efforts. Il appelle Koinzel petit héros, ce qui intrigue ce dernier. L'homme explique que ceux qui aspirent à rejoindre l'autre côté pour devenir comme les 7 héros sont appelés ainsi. Koinzel et Pipi demandent des informations sur le contrebandier. L'homme leur demande quelles raisons importantes ils ont pour vouloir partir. Pipi lui confie qu'elle n'a plus rien ici, ayant tout perdu. À ce moment, Koinzel entend 13 personnes approcher. Réagissant rapidement, il jette Pipi dans un canal d'eau pour la cacher, puis demande à l'homme s'il a une épée. Les 13 moines guerriers les encerclent. L'homme est impressionné par l'ouïe fine de Koinzel, mais les gardes déclarent que, bien que leur chef ait été convaincu par leur vertu, eux ne le sont pas. Notre protagoniste ne comprend pas, et Vido lui explique que le monastère est celui qui surveille l'entrée de la frontière et délivre des laissez-passer de voyage en échange de vertus, qui sont en réalité des pots de vin à l'église. Ainsi, il demande davantage d'argent. Les gardes lui disent que, comme il a déjà donné une somme importante au prêtre, il suppose qu'il a beaucoup plus à offrir, et il se lance à l'attaque pour lui prendre tout ce qu'il possède. Mais en une fraction de seconde, notre protagoniste traverse l'un des moines, laissant Vido stupéfait, car il l'a tranché en deux avec une facilité déconcertante. Vido commence à penser que c'est ce guerrier dont on parle, bien qu'il doute, car si ce dernier était aussi fort, il ne devrait pas lui permettre de s'approcher. En quelques secondes, notre protagoniste élimine tous les moines guerriers et les jette dans le canal pour effacer les traces de ce qui vient de se passer. Vido, stupéfait, lui demande qui il est, mais notre protagoniste répond simplement qu'il est un petit héros. Vido lui demande son aide, car il a besoin de l'accompagner. C'est alors que Pipi sort de l'eau, mécontente, mais notre protagoniste lui dit qu'il devrait partir, car il a conclu un pacte et ils iraient voir le contrebandier pour pouvoir passer de l'autre côté. Ainsi, tous se présentent, bien que notre protagoniste continue d'appeler la petite Pipi. Quelques heures plus tard, ils voyagent par bateau dans la partie souterraine de la ville, où Vido explique que cet endroit a été abandonné et est devenu le foyer de nombreux vagabonds. Ils arrivent dans un bar où notre protagoniste déguste quelques boissons tandis que Vido discute avec la responsable de l'établissement, qui lui dit qu'elle apprécie ses invités, en particulier le garçon, en raison du regard qu'il porte. Mais Vido lui demande un rabais, ce qui déplaît à Althea, car la sécurité devient de plus en plus stricte et il est difficile de faire passer des gens. Cependant, Vido lui explique que tout cela a été fait pour sauver ces jeunes, et elle finit par accepter, demandant à parler à ce jeune homme. Vido appelle Koinzel pour qu'il parle à la contrebandière, et lui demande de ne pas lui contredire. Pendant ce temps, Pipi, habillé comme les employés du lieu, a été changé de vêtements, car ses anciens étaient trop sales. Après quelques minutes, notre protagoniste refuse toujours l'offre que lui propose la femme,
mais elle lui explique que s'il n'accepte pas, il ne pourra pas rencontrer les 7 héros, car ceux-ci campent près de la frontière pour réprimer le chaos de la guerre civile. C'est la parfaite occasion pour notre protagoniste. Tandis que Racheb observe le quartier souterrain avec dégoût, les considérant comme des déchets, il attend le moment propice pour exterminer toutes les rats. Quelques minutes plus tard, on vient informer Racheb que les moines guerriers sont là. Au bar, il dit que cet endroit est lié aux contrebandiers, mais Althea répond que ses affaires sont légales et qu'ils ne peuvent pas l'accuser de quoi que ce soit. Cependant, Racheb rit et fait entrer un homme qui affirme qu'il a été envoyé en tant que clandestin grâce à ce lieu. Cela suffit à Racheb, qui ordonne son exécution, ce qui étonne l'homme, car on lui avait promis qu'il serait épargné. Mais Rêve, ne partageant pas cet avis, déclare que personne ne mérite de vivre et ordonne l'exécution de tout le monde, déclenchant ainsi une guerre dans ce lieu. Racheb réussit à attraper Pipi, souriant, car il l'a retrouvée et cette fois, il ne la laissera pas s'en sortir vivante. Mais à ce moment-là, un bateau tombe du plafond, et notre protagoniste, les yeux injectés de sang, élimine plus de la moitié des moines guerriers. Racheb lui dit que retourner sa lame contre eux, c'est aussi la diriger contre Shtemolek, l'un des héros. Mais Koinzel, avec un sourire, répond que c'est justement son objectif. Lorsqu'un moine attaque, il l'élimine rapidement et demande à Pipi comment elle va. Althea lui répond qu'elle va bien, tandis que Racheb prend la fuite du bar. Ils arrivent dans un endroit éloigné, et Racheb, furieux, se demande comment un simple gamin a pu éliminer ces moines guerriers. Mais sachant que si le monastère apprend ce qui s'est passé, il perdra sa position, il ordonne à 2 de ses gardes de déclarer immédiatement la loi martiale. Quelques heures plus tard, Koinzel annonce aux autres qu'il partira quoi qu'il arrive, car il ne peut pas rater ce bateau. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, car il profiterait de la belle lune pour leur permettre de fuir. Cette pensée fait ressurgir un souvenir chez Althea, qui décide de l'aider malgré les risques, promettant qu'il y a un chemin que le monastère ne connaît pas et qu'elle les embarquera. Racheb, de son côté, se réjouit, car avec la loi martiale, la chasse recommencera et ils attendront l'arrivée des bateaux. Peu après, Rangzatz arrive, et Racheb lui demande son aide, peu importe le coût, car avec sa force, la mort de chaque moinillon en vaudra la peine. Pendant ce temps, Vido se moque de notre protagoniste pour son état physique, mais il lui répond que la lumière de la lune affaiblit, donc ce n'est pas si mal. Althea explique qu'ils sont loin de la surface, car elle a trouvé cet endroit par accident il y a quelques années, et cela semble être la base d'expériences menées par des magiciens. Elle élimine alors un monstre mineur qui se jette vers elle, effrayant les autres. Notre protagoniste lui dit qu'elle est très habile avec l'épée, mais Althea les conduit à un couloir qui mène à un espace plus grand, qui les mènera jusqu'au bateau. Cependant, un monstre gigantesque apparaît soudainement, effrayant immédiatement Althea, car c'est le même monstre qu'il y a 3 ans. Notre protagoniste ne perd pas de temps et attaque immédiatement, excitant Althea, car avec lui, il pourrait peut-être le vaincre. Cependant, l'attaque de Koinzel ne fait pas grand-chose, le monstre le soumet et l'écrase contre le plafond, brisant une partie de celui-ci, laissant Koinzel complètement inconscient. Cela fait pleurer Althea, car il n'y a plus d'échappatoire, mais Vido remarque le bateau passer et demande combien de temps ils ont. Althea répond que ce n'est pas suffisant pour arriver, et que son plan a échoué. Juste à ce moment, Pipi se réveille, confuse et ne sachant pas où elle se trouve. En voyant le monstre, elle a peur et demande ce qu'il est advenu de Koinzel. Althea lui explique qu'il est mort et que tout le monde ici mourra aussi. Vido n'est pas d'accord, et avec son arme, il attaque le monstre, reprochant à Althea d'être trop faible. Il lui dit que si elle veut abandonner, elle peut le faire, mais lui, il ne le fera pas. Grâce à son disque, il parvient à faire tomber le monstre, mais il n'a pas le temps de le vaincre. Lorsqu'ils sont attaqués à nouveau, Vido prend Pipi et avec son disque, parvient à fissurer le monstre. Il est ravi, car l'attaque de Koinzel a affaibli la créature. Mais il est attiré par le monstre, qui le lance contre un mur. C'est alors qu'Althea intervient et empêche Pipi de tomber. Vido, gisant au sol, regrette de ne pas pouvoir faire plus, mais remarque une lumière là où se trouvait Koinzel. Alors que le monstre s'apprête à attaquer Althea, notre protagoniste apparaît au-dessus de sa tête, la remerciant d'avoir amélioré la ventilation. Il esquive une attaque et d'un seul coup, traverse complètement la tête du monstre, le fendant en deux et le tuant instantanément. Le monstre tombe au sol, mort. Notre protagoniste demande à Vido de se relever, car ils n'ont plus de temps à perdre. L'homme, un peu douloureux, se relève, et alors qu'il parle de la suite, notre protagoniste détecte quelque chose. Une explosion les projette à plusieurs mètres. Quelques secondes plus tard, ils entendent le rire de Racheb, qui leur annonce qu'ils viennent de voir le pouvoir de l'épée noire, avec laquelle il apportera la justice divine pour détruire leurs âmes pourries. Notre protagoniste le défie du regard, alors que Racheb rit. Pendant ce temps, Rangzatz prépare sa prochaine attaque. Tout le monde est stupéfait et Vido ne comprend pas qui il est, mais Pipi et notre protagoniste commencent à entendre plusieurs voix de souffrance, comprenant que c'est cette épée qui génère ce bruit.
Racheb rit et explique que Rangzatz était comme eux auparavant, mais qu'il s'est allié au monastère et a trouvé sa rédemption, ce qui lui a permis de découvrir leur stratégie. Cela met Althea en colère, car cela signifie que Rangzatz était auparavant un contrebandier et qu'il les trahit. Racheb leur dit qu'ils devraient se sentir coupables de voler l'argent qui devrait revenir à l'église, et il leur recommande de faire comme Rangzatz. Mais face à leur refus, il ordonne à Rangzatz de les éliminer. Rangzatz accepte, et son épée commence à accumuler son pouvoir, émettant des vagues sonores qui affectent notre protagoniste. Lorsqu'une sphère de pouvoir s'approche, notre protagoniste s'interpose et bloque ce qu'il peut avec son épée, provoquant une forte explosion qui surprend Rangzatz et Racheb. Notre protagoniste, épuisé et en pleurs, ordonne à Rangzatz de ne plus utiliser cette épée, ce qui fait rire encore plus le prêtre, car il découvre le pouvoir de l'épée noire. Cependant, Pipi déclare qu'elle entend aussi la voix. Althea ne comprend pas, et Pipi explique que le pouvoir de l'épée provient en réalité de cette fée attachée à l'épée, et que sa voix de souffrance est ce qui génère ces vagues de pouvoir. Racheb rit encore, affirmant qu'ils seront réduits en poussière, tandis que Rangzatz range son épée et se tourne pour partir. Le prêtre lui demande ce qu'il fait, et Rangzatz répond qu'il a déjà rempli sa promesse et qu'il ne montera pas sur le navire. Tout ce qu'il fera en plus devra être payé. Dans son esprit, il pense que ce garçon a coupé son attaque en deux. Racheb, avalant sa fierté, accepte de le payer davantage mais exige qu'il les frappe une fois de plus. Rangzatz accepte, charge son épée à nouveau et lance une attaque encore plus puissante. Notre protagoniste tente de l'arrêter mais n'a pas assez de force, et l'explosion le frappe, détruisant une partie des lieux et l'envoyant voler dans un trou qui semble sans fond. Racheb rit avec plaisir, tandis que Rangzatz pense qu'il ne s'attendait pas à revoir Althea après tout ce temps. Quelques secondes plus tard, Vido soulève un morceau de débris et s'assure que les deux filles vont bien. Il dit qu'ils doivent partir rapidement pour atteindre ce navire et terminer leur mission. Cependant, Pipi insiste qu'ils ne peuvent pas abandonner Coinzel, mais Vido répond qu'il ne devrait pas s'inquiéter. S'il est bien celui qu'il pense, il s'en sortira sûrement. Pendant ce temps, notre protagoniste se réveille dans un endroit étrange, entendant la voix de Racheb, qui lui dit qu'il a beaucoup de malchance et que tout se terminera ici. Il ne pourra pas utiliser son pouvoir de la lune, car il est dans un endroit très éloigné. Racheb rit en présentant la confrérie des saints gardiens, qui protège l'endroit le plus profond du monastère. Bien qu'il trouve regrettable d'utiliser des guerriers d'un tel niveau contre un simple enfant qui a perdu ses pouvoirs lunaires, il considère cela comme une punition pour l'avoir ridiculisé. Pendant ce temps, notre protagoniste a un souvenir. Notre protagoniste avait une apparence différente il y a de nombreuses années. Un de ses compagnons l'avait averti qu'il serait en charge du rituel seul, et qu'il devait aller avec les autres pour accomplir leur mission, étant le plus puissant des épéistes. Erniak explose de magie quelques secondes plus tard, tandis que Racheb ordonne à ses gardes de déchirer immédiatement notre protagoniste en morceaux. Celui-ci ne bouge pas jusqu'aux derniers instants et, avec un mouvement dans les airs, il attaque, légèrement surpris qu'un des guerriers ait bloqué son coup. Les guerriers eux-mêmes se demandent qui il est, car ce mouvement est impossible pour un humain ordinaire. Mais Racheb leur explique qu'il l'a amené pour qu'ils ne s'ennuient pas avec les autres et puissent faire tout ce qu'ils veulent sans retenue. Les guerriers attaquent sans pitié, mais notre protagoniste les esquive et déclare qu'il n'a pas de temps à perdre à les combattre. Racheb commence à fuir en voyant qu'il est poursuivi et ordonne à ses gardes de l'éliminer. Cependant, il finit par tomber, et notre protagoniste s'approche en déclarant que c'est l'endroit. Il place son épée au sol, un pouvoir l'entoure, commençant à brûler et détruire tous les guerriers qui le poursuivaient. Après quelques secondes, seul notre protagoniste et les restes des gardes demeurent. Le prêtre, choqué, le traite de monstre et ne comprend pas comment il connaît un piège que personne ne connaissait. Notre protagoniste avoue qu'il est déjà passé par cet endroit dans le passé, se souvenant comment son maître, Erniak, lui avait expliqué qu'ils avaient repris cette forteresse. Cependant, elle contenait trop de cercles magiques et de pièges, et il avait du tout mémorisé. Notre protagoniste dit à Racheb qu'il sait ce qui se cache derrière les portes et le jette à l'intérieur. Avançant, il est confronté à Abad, le grand prêtre, qui lui dit qu'il ne peut pas être là, car c'est l'endroit le plus sacré du monastère. Même les 7 héros n'entrent pas dans cet endroit. Mais notre protagoniste l'ignore et continue d'avancer, tandis qu'Abad poursuit en disant que l'assistant était là il y a 23 ans. Les héros, avec Erniak, avaient créé les lances qui protègent le territoire. Notre protagoniste, rempli de colère, ordonne à Abad de se taire, outré qu'on appelle Erniak un simple assistant des héros, lui qui avait donné sa vie pour ce sort. Abad ne comprend pas qui est ce garçon et ce qu'il fait là, réprimandant Racheb pour cette erreur. Il ordonne à notre protagoniste de ne pas aller plus loin. Ce dernier atteint le centre de tout, où il remarque le visage pétrifié de son compagnon Erniak. Il lui dit qu'il est revenu après de nombreuses années et avec une apparence différente, mais qu'il est là à nouveau. Abad se met alors à raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Il y a 23 ans, les 7 héros étaient dans cet endroit, qui était alors un champ de bataille. Ils avancèrent avec leurs 7 compagnons, parmi lesquels figuraient les 4 lances de la trahison, éliminés par les 7 héros pour s'être alliés à l'ennemi. Cependant,
les 7 héros ne purent quitter ces terres, mais ils créèrent au moins un grand mur pour protéger le territoire. Notre protagoniste se souvient de l'année 3969, lorsque les autres n'étaient pas d'accord avec Erniak, car ils devaient accomplir leur mission. Mais notre protagoniste accepta de suivre son compagnon et demanda aux autres d'avancer, promettant qu'il les rejoindrait après avoir rempli leur mission. Il fit la promesse qu'ils achèveraient cette mission et reviendraient tous vivants, fixant du regard Landgrave. Mais Abad lui dit qu'à cette époque, il n'était qu'un simple marchand qui a vu le pouvoir émerger de cet endroit, comment les 1000 lances ont été forgées. Il a compris la puissance qui s'y trouvait et a créé ce monastère pour protéger cet endroit. Par cet acte, le héros légendaire, Landgrave Stemolek, que nous appellerons mieux Stem, un titre signifiant quelque chose comme prince, lui a confié la supervision de la frontière. Notre protagoniste se met alors à rire, parlant à Erniak, car en revenant dans ce lieu après 20 ans, il découvre le titre donné à Stem. Cela lui semble incroyable, car il connaissait le bandit qui était si fier de la mission confiée par l'empereur. Cependant, il n'oubliera jamais une chose, la manière dont il riait toujours, même lorsqu'il était en train de le déchiqueter. Ce souvenir est ce qu'il garde le plus clairement, lui et les autres riaient avec excitation, sachant ce qu'ils allaient accomplir. Ils ont réduit Kfer, Gustave, Krantel et lui-même en morceaux, un acte qui les enthousiasmait au point de les faire hurler comme des maniaques. Ces souvenirs remplissent notre protagoniste d'un profond sentiment d'impuissance. Mais l'heure est venue de partir. Il remercie Erniak pour tout ce qu'il a fait et pour avoir tant protégé l'Empire, mais il doit maintenant passer à autre chose. Il libère son épée, ce qui effraie Abad, qui ordonne à Racheb de l'éliminer avec une grande colère. Abad tente une attaque désespérée, mais notre protagoniste la bloque et détruit immédiatement la rune magique, s'excusant auprès de son compagnon. Une grande explosion commence alors à illuminer les lieux. Pendant ce temps, Vido constate que le navire leur a échappé et qu'ils sont entourés par les gardes du monastère. Ils n'ont aucune échappatoire. Mais à cet instant, un énorme rugissement se fait entendre, et ils voient le monastère s'effondrer, ainsi que le mur des lances de pierre disparaître. Racheb utilise même Abad comme bouclier. Les gardes, terrifiés par ce qui pourrait arriver, prennent la fuite, tandis que des centaines de personnes commencent à franchir la frontière, n'ayant plus rien pour les en empêcher. Notre protagoniste quitte les lieux, observant tout ce qui s'est passé et assimilant les événements. Il se rappelle cette nuit où il est arrivé avec Erniak à cet endroit. Erniak lui avait dit qu'il ne pouvait pas retourner avec lui, car il y avait une forte probabilité que le cercle magique piégé dans cet endroit les retienne. Il espérait que la mission serait accomplie avec les 12 autres héros et qu'un jour, il reviendrait en ce lieu. Maintenant, notre protagoniste exprime des regrets envers son ami pour ne pas avoir pu tenir cette promesse. Cependant, il jure qu'il prendra sa revanche sur les 7 héros et espère qu'Erniak pourra enfin reposer en paix. Pendant ce temps, Rangzatz observe tout ce qui se passe. Racheb lui demande de l'aide, car avec la mort de Abad, il deviendrait le maître du monastère. Mais une foule en colère arrive, décidée à en finir avec Racheb. Rangzatz, de son côté, déclare simplement qu'il doit maintenant trouver quelqu'un pour lui donner du travail. Vido, quant à lui, réussit à voler un navire appartenant aux gardes du monastère. Avec les filles, ils quittent cet endroit dans l'intention de rejoindre leur propre navire. Althea remarque que les affaires de contrebande sont désormais terminées, tandis que Pépi se demande où pourrait bien être Coinzel. À ce moment-là, un wyvern vole à côté d'elle, et elle réalise qu'il s'agit de notre protagoniste. Pendant ce temps, les 7 héros observent la destruction du mur. Les habitants de l'endroit, d'abord remplis de peur, retrouvent espoir en voyant les 7 héros, convaincus qu'ils les protégeront. Ces héros sont les légendaires protecteurs du royaume, après tout. Les habitants commencent à les acclamer, bien que les héros eux-mêmes ne réagissent pas. Stem, en revanche, essaie de cacher sa peur, incapable de comprendre pourquoi le ciel semble si sombre. La prêtresse fixait les lunes jumelles suspendues dans le ciel. Leur alignement étrange projetait une lueur pâle sur la terre. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle murmurait ses craintes, cet alignement annonçait un funeste présage, prédisant un avenir sombre et turbulent. Au loin, Coinzel chevauchait son dragon volé, ses ailes fendillant l'air alors qu'il approchait de la cité des 7 héros. Sa détermination brûlait comme une flamme. Son voyage fut interrompu lorsqu'un immense vaisseau aérien apparut au-dessus de lui, tentant de le percuter. Bien que le navire ait raté sa cible, 2 des 7 héros décochèrent des flèches avec une précision mortelle, frappant Coinzel et le faisant s'écraser au sol avec son dragon. Malgré ses blessures, Coinzel se releva, fixant son regard sur la forteresse des 7 héros. Rien ne pourrait l'empêcher d'y entrer. Les 7 héros sortirent du grand château, leur présence imposante captivant l'instant. En apercevant Glenn, la rage envahit Coinzel. Les souvenirs de trahison le submergèrent, et il se précipita vers Glenn. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, l'un des héros utilisa ses pouvoirs pour l'immobiliser. Paralysé, Coinzel lutta en vain tandis que les autres guerriers descendaient pour l'attacher solidement avec des cordes, le rendant complètement impuissant. Les citoyens de la ville, témoins de la scène, éclatèrent de colère, exigeant que Glenn tue Coinzel. Glenn calma la foule d'une voix calme mais autoritaire. Il expliqua qu'il ne tuerait pas ce garçon,
supposant que celui-ci avait beaucoup souffert des conditions difficiles frappant leur terre et était venu parce qu'il ne supportait plus la vie derrière les murs. Avec ces mots, Glenn épargna Coinzel et s'éloigna, entouré des autres héros. La foule, émue par la compassion de Glenn, changea de ton et se mit à scander des louanges, le célébrant comme une figure noble et juste. Mais les pensées de Coinzel étaient amères. Il considérait que Glenn cherchait simplement à gagner la faveur du peuple, à devenir le seul roi tout en accusant d'autres de trahison pour cacher la vérité. Son visage trahissait son cœur brisé et son désespoir alors qu'il s'éloignait, les épaules lourdes de chagrin. Alors qu'il errait seul, Coinzel fut soudainement attaqué par une guerrière chevauchant un dragon. Le dragon plongea, ses mâchoires massives se refermant sur Coinzel et l'emportant dans les airs. Non loin, Althea, Pippi et Vido observaient depuis leur vaisseau. Lorsque le dragon heurta violemment leur navire, ébranlant l'équipage, Vido repéra Coinzel coincé dans les mâchoires de la créature et réagit sans hésiter. Il se lança sur la cavalière du dragon, les faisant tous deux s'écraser au sol. Au sol, la guerrière se tourna pour attaquer Coinzel, mais avant qu'elle ne puisse frapper, Pippi s'interposa, son petit corps bloquant le chemin. La guerrière la menaça de mort si elle ne s'écartait pas, mais Pippi resta ferme, déclarant qu'elle ne bougerait pas, car Coinzel lui avait sauvé la vie et qu'elle lui devait tout. La guerrière, implacable, frappa Pippi avec le plat de son épée, la projetant au sol. Pippi s'effondra sur le corps inconscient de Coinzel, tentant désespérément de le réveiller. Vido, observant la scène, plissa les yeux. Quelque chose dans la tenue de la guerrière lui semblait familier. Alors qu'elle levait son épée pour porter un coup fatal à Coinzel, Vido l'interpella, l'appelant princesse. La guerrière s'arrêta en plein élan et se retourna pour le confronter. Vido lui demanda pourquoi elle portait une armure de vengeance. La princesse hésita avant d'expliquer ses raisons. En l'écoutant, l'expression de Vido passa à la stupeur. Il comprit que Coinzel avait tué leur Kratos. La princesse, serrant fermement son épée, avertit Vido de s'écarter alors qu'elle se préparait à venger la mort de son frère. Sa lame se dirigea vers Pippi, qui protégeait toujours Coinzel de son corps. Juste avant que le coup ne porte, Coinzel reprit conscience et repoussa la lame, sauvant Pippi. La princesse recentra son attention sur Coinzel, mais celui-ci esquiva le coup et contre-attaqua avec un mouvement rapide, détruisant son masque et exposant son visage. Désarmée et vulnérable, la princesse, tremblante, laissa tomber son arme et s'écroula. Coinzel s'effondra également, incapable de continuer. Voyant leur état critique, le groupe décida de conduire Coinzel dans un village voisin pour qu'il puisse se rétablir. Là-bas, l'arrivée du groupe de guerriers provoqua l'inquiétude des villageois. Le chef du village qui se plaint à cause des réfugiés et les malfrats, resta sans voix en voyant le chef des guerriers. Ce dernier le rassura, promettant de protéger le village et d'y maintenir l'ordre. Pippi, tout en se promenant dans le village, rencontra un jeune garçon qui ressemblait étrangement à elle. Il lui attrapa doucement la main et lui demanda son nom. Pippi le fixa, stupéfaite par ses traits. Althea, remarquant l'interaction, accourut et fut également stupéfait par la ressemblance frappante entre le garçon et Pippi. Peu après, la mère du garçon apparut et reconnut Althea. Submergée de gratitude, elle remercia Althea d'avoir aidé sa famille à s'échapper de l'autre côté. Elle expliqua que la vie s'était grandement améliorée sous la protection de l'un des 7 héros. Althea, profondément émue par leur gratitude, se mit à pleurer. Le garçon, Zéphi, invita alors Pippi à se joindre à leurs efforts pour construire un nouveau village pour leur peuple, exprimant son espoir de développer et de créer une communauté solide. Pippi, déchirée par cette invitation, resta indécise quant à sa réponse. Pendant ce temps, Coinzel commença à bouger et entendit la princesse dire à Vido qu'elle devait tuer Coinzel pour venger son frère, Lord Kratos. Elle interrogea la loyauté de Vido, exigeant de savoir pourquoi il soutenait Coinzel au lieu d'appuyer Kratos. Vido répondit calmement, expliquant qu'il n'avait ni haï Lord Kratos ni douté de son leadership, mais qu'il croyait que chercher à se venger ne mènerait à rien. Coinzel, écoutant en silence, finit par intervenir. D'une voix plate et dénuée d'émotion, il leur dit qu'il pouvait le tuer s'il le souhaitait. Jetant son épée au sol, il les invita à mettre fin à ses jours. Vido, furieux des paroles de Coinzel, le frappa au visage. Vido demanda à Coinzel pourquoi il affichait une expression aussi abattue alors qu'il était un guerrier incroyable. Se penchant vers lui, il ajouta fermement que Coinzel avait encore une mission à accomplir, sauver la princesse Sharene, la sœur de Lord Kratos. Vido expliqua qu'il avait été chargé de protéger la princesse Sharene lors d'une mission diplomatique visant à négocier avec une armée voisine. Cependant, la mission avait mal tourné lorsqu'ils furent attaqués par des bandits qui kidnappèrent la princesse. Vido admit son échec et supplia Coinzel, insistant sur le fait que sa force était leur seul espoir de la sauver. Coinzel hésita, sa confiance ébranlée, affirmant qu'il ne pouvait pas accomplir une telle tâche. Vido, imperturbable, lui rappela ses triomphes passés, détruire les prisons, vaincre les rebelles seuls et démanteler les lances de pierre. Vido affirma qu'il ne serait pas brisé par le fait de sauver une princesse et insista que si Coinzel voulait vraiment mourir des mains de la princesse, il devait le faire après avoir sauvé Sharene.
La plaidoirie passionnée de Vido résonna en Coinzel et, après un moment de silence, il finit par accepter. À cet instant, Pippi arriva avec une boisson pour aider Coinzel à retrouver ses forces, exhibant ses nouveaux vêtements que la mère de Zéphi avait confectionnés pour elle. Elle demanda son avis et mentionna l'invitation de Zéphi à rejoindre leur nouveau village, mais assura à Coinzel qu'elle ne le laisserait pas dans son état actuel. Guérampan, le massif guerrier, s'approcha avec une attitude chaleureuse et salua Pippi, qui répondit par un grand sourire et le présenta à Coinzel. Guérampan observa Coinzel un moment, puis déclara qu'il semblait être un jeune homme aimable et résilient. Il reconnut les immenses épreuves traversées par Coinzel et son voyage éprouvant. Non loin, l'expression de Vido se durcit à la vue de Guérampan, sa colère palpable. Non loin de là, dans une forêt dense, un groupe de bandits retenait plusieurs femmes captives, attendant de les remettre à quelqu'un. Soudain, Zéphi apparut, et l'un des bandits cria qu'il s'agissait encore de ce garçon et qu'il devrait s'en débarrasser. Pendant ce temps, la rage de Vido atteignit son paroxysme. Sans prévenir, il lança son arme sur Guérampan, entravant les mains du guerrier. Guérampan, pris au dépourvu, demanda calmement la raison de cette attaque soudaine. Vido, d'une voix tranchante, exigea de savoir où se trouvait la princesse Charène et accusa Guérampan de collaborer avec les bandits. Guérampan nia les accusations, affirmant qu'il n'avait aucune connaissance de ce dont parlait Vido. La fureur de Vido ne fit que croître alors qu'il poursuivait ses accusations, affirmant qu'il avait vu les bandits remettre la princesse Charène à Guérampan lorsqu'ils débarquèrent du navire. Guérampan, essayant d'apaiser la situation, suggéra de discuter, mais Vido refusa de céder. Il accusa Guérampan de prétendre protéger les gens tout en aidant secrètement à l'enlèvement de femmes et d'enfants. Le visage de Guérampan se tordit de douleur et de colère. Il déclara qu'il ne resterait pas là sans rien dire pendant qu'on l'accusait de telles atrocités, insistant sur le fait qu'ils étaient des protecteurs du peuple, tels des anges zélés envoyés pour garder la terre. Vido se moqua de cette remarque, rétorquant que Guérampan ressemblait davantage à une pieuvre. Guérampan, le visage rouge d'indignation, demandait avec émotion pourquoi on tenait de tels propos envers lui. Des larmes se formaient dans ses yeux alors qu'il brisait les cordes qui liaient ses mains. Au même moment, Zéphi sortit de la forêt, courant vers Guérampan et appelant à l'aide. 3 hommes le poursuivaient de près, mais Guérampan les neutralisa d'un seul coup puissant, laissant Zéphi impressionné. Zéphi le remercia et l'implora de le suivre, affirmant qu'un danger se trouvait plus loin dans la forêt. Avant qu'ils ne puissent avancer, d'autres bandits apparurent, les entourant. Le chef des bandits s'avança d'un pas menaçant, exigeant que le garçon leur soit livré, sous peine de tuer tout le monde. Guérampan, en dégainant son épée avec calme et détermination, se présenta comme le brigadier-chef de l'armée du comte, soldat le plus loyal de Fargo et aux 1000 soldats. Il déclara que personne n'osait semer le trouble sous sa surveillance, à moins de vouloir mourir sous sa lame. Un des bandits murmura nerveusement qu'il s'agissait d'un garde de Fargo, supposé ne servir que les nobles. Le chef des bandits, non impressionné, s'avança avec un sourire en coin, déclarant que si Guérampan servait Fargo, cela rendrait les choses faciles. Il révéla alors une dague portant l'insigne de Fargo. Guérampan, choqué, demanda pourquoi un voleur possédait un tel insigne, réservé aux officiers d'élite, et remarqua que la dague était plus grande que la sienne. Le chef des bandits affirma qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, prétendant agir sous les ordres directs de Chtemouelek. Il ajouta que personne ne les toucherait, peu importe leurs actes. Guérampan, incrédule, laissa sa colère éclater en accusant le chef de mentir. Cependant, ce dernier brandit la dague et insista qu'une attaque contre eux reviendrait à désobéir au commandant. Zéphi tremblait, les yeux fixés sur Guérampan, tandis que les bandits se rapprochaient. Guérampan, partagé entre sa loyauté et son sens de la justice, resta silencieux, la tristesse marquant ses traits. 2 bandits avancèrent pour s'emparer de Zéphi, mais avant qu'ils ne puissent le toucher, Coinzel surgit de l'ombre, son épée brillant. En un mouvement rapide, il les abattit, laissant tout le monde stupéfait par son intervention soudaine et décisive. Après avoir tué les bandits, Coinzel ordonne aux autres d'appeler Chtemouelek. Mais les bandits exhibent leur insigne royal, ce qui pousse Coinzel à couper non seulement l'insigne mais aussi la main du porteur. Ce dernier appelle alors Guérampan à l'aide, car il est responsable de la protection de cet insigne. Guérampan refuse d'intervenir, car selon lui, le commandant Fargo n'aurait jamais donné cet insigne à des bandits. Il demande donc la vérité à tout le monde. C'est alors que Fargo arrive, et le bandit lui demande de l'aide. Mais Fargo l'attaque et révèle à tout le monde que cette épée marquée de l'insigne royal lui appartenait à l'origine, mais qu'elle a été volée récemment. Guérampan croit immédiatement Fargo, car il le considère comme un grand frère et lui fait entièrement confiance. Ensuite, Fargo remercie Coinzel d'avoir éliminé les bandits et d'avoir ainsi protégé l'honneur de Chtemouelek. Guérampan et Fargo s'apprêtent à partir, mais Vido les arrête, car il ne leur fait toujours pas confiance. Il les interroge alors sur Charène, la sœur de leur Kratos. Fargo accepte d'emmener Vido voir Charène, mais il explique qu'il ne peut pas encore la leur rendre, car il a besoin d'elle pour discuter avec les différents territoires frontaliers afin de protéger les personnes dotées de pouvoirs spéciaux. Cependant, il accepte de leur permettre de la voir chez le maire.
Vido informe Althea de cette proposition et exprime encore ses doutes. Il ajoute que si Fargo tient parole, son voyage prendra fin et leurs chemins se sépareront. Cela attriste Pippi. Pendant ce temps, les bandits attendent toujours le retour de leurs compagnons. Mais Guérampan arrive et les élimine tous. Les filles que Guérampan était venu sauver commencent alors à avoir peur de lui. Lorsque Zéphie arrive, elle le remercie, ce qui rend Guérampan jaloux. Pauvre Guérampan, il a beau avoir un corps imposant, il a aussi un grand cœur. Ensuite, il est question de partir, mais Pippi attend le retour de tout le monde pour passer un dernier moment ensemble. Vido et Cucharundo vont voir Fargo, mais ils se retrouvent encerclés par des bandits qui étaient censés être morts. Vido ne comprend pas s'ils ont été ressuscités par magie ou s'ils sont devenus des zombies. On découvre alors que c'est l'œuvre de Fargo, les bandits morts attaquent Vido et Cucharundo. Ils commencent à les découper, mais même après avoir été coupés en morceaux, leur corps libère d'étranges substances, leur permettant de continuer à se battre. Sous la lumière de la lune, l'un des bandits se transforme. Un flashback nous montre Guérampan remerciant Zéphie de lui avoir parlé des bandits. Fargo le remercie aussi, mais en réalité, il méprise les habitants et considère tous ces événements comme un plan orchestré par lui-même. Il insulte Zéphie pour avoir tenté de ruiner ses plans. Zéphie et sa famille s'endorment alors sous leur tente. Pendant ce temps, Coinzel, en regardant la lune, semble très heureux, et des ailes apparaissent soudainement derrière lui. De son côté, Pippi cherche tout le monde et repense à la mort de ses parents. Elle prie pour que Zéphie et sa famille ne subissent aucun malheur, car elle ne veut plus perdre de proches. Elle décide alors de partir vivre avec eux dans leur nouveau village. Maintenant, Fargo s'apprête à tuer Zéphie. Fargo infiltre une tente et réveille les parents de Zéphie, ce qui l'oblige à les éliminer. Pippi, témoin de la scène, prend la fuite. Avant de mourir, le père de Zéphie arrache le masque de Fargo. Pendant ce temps, Coinzel perçoit la douleur de l'âme de Pippi sans en comprendre l'origine. Vido et Cucharundo sont en danger mais sont sauvés par l'animal de Cucharundo, qui les emmène hors du danger après une explosion. Guérampan, qui observe la scène, est confus sur la situation. Fargo tente d'assassiner Zéphie, mais Pippi intervient courageusement pour le sauver, lui rappelant qu'il était venu pour aider leur village. Fargo révèle alors qu'il leur a menti et qu'ils sont tous des idiots de lui avoir fait confiance. Brisé, Pippi attaque Fargo, mais il la repousse violemment. Pour la tourmenter davantage, il transforme les parents de Zéphie en zombies. Pippi hurle d'horreur, réveillant Zéphie, qui se retrouve attaquée par ses parents zombifiés. Alors que les zombies attaquent Pippi, Coinzel intervient pour la sauver. Pippi supplie Coinzel d'arrêter tout cela. Coinzel active alors son pouvoir, invoquant 4 épées de ses mains, ce qui effraie Fargo. Coinzel élimine les parents zombifiés de Zéphie. Terrifié, Fargo supplie Coinzel de l'épargner, mais Coinzel lui tranche le bras droit. Cucharundo ne comprend pas la puissance de Coinzel, tandis que Vido réalise qu'il est l'homme à l'épée noire. Coinzel s'excuse auprès des parents de Zéphie avant de les anéantir définitivement. Fargo traite Coinzel de monstre, mais ce dernier lui rappelle qu'à cause de lui, des innocents ont été transformés en zombies et qu'il a trahi ceux qui lui faisaient confiance. Fargo reste insensible, ce qui met Coinzel en colère. Il lui fait réaliser qu'il a souillé un lieu où de nombreux soldats ont sacrifié leur vie pour protéger les autres. Il jure de punir les 7 héros responsables de cette tragédie. Les réfugiés arrivés, trompés par Fargo, croient que Coinzel est un monstre qui veut lui faire du mal. Ils attaquent alors Coinzel. Vido et Cucharundo le sauvent en l'emportant avec eux. Coinzel les remercie et affirme qu'il a encore une mission à accomplir, ce qui signifie qu'il ne peut pas mourir maintenant. Pippi tente de révéler la vérité aux réfugiés, Coinzel les a protégés tandis que Fargo a tué les parents de Zéphie. Mais personne ne la croit, car Fargo les a trompés depuis le début, et l'apparence de Coinzel leur inspire la peur. Plus tard, Cucharundo, réalisant son erreur, s'excuse auprès de Coinzel pour l'avoir attaqué alors qu'il avait en réalité aidé son frère. Coinzel accepte ses excuses, et Cucharundo éclate en sanglots. Des membres de la garde privée se rendent auprès de Chtemolek pour l'informer de ce qu'a fait ce semi-humain, ayant découvert qu'il tente d'éliminer les 7 héros. Cependant, Chtemolek leur dit qu'il n'était pas nécessaire de l'appeler pour une affaire aussi insignifiante, car ce ne serait pas la première fois que cela arrive. Après tout, c'est précisément pour cela que les gardes et les habitants du village sont là pour protéger le château. Il ne compte même plus le nombre d'attaques qui ont eu lieu depuis qu'il est le comte. Il fait totalement confiance aux défenses et aux soldats du château, et même aux villageois qui seraient prêts à donner leur vie pour lui, l'un des 7 héros. Cette déclaration choque les gardes, et l'un d'eux se rappelle soudainement les paroles de Coinzel, ce qui le surprend, ne comprenant pas pourquoi elles restent si présentes dans son esprit. Quelques minutes plus tard, une urgence se présente à Chtemolek. Fargo, gravement blessé, apparaît devant lui, le laissant sous le choc. Quelques heures plus tard, tous les soldats et gardes du château se mettent en alerte, car leur ennemi ne tardera pas à arriver. On prévient qu'il est extrêmement dangereux, puisqu'il a réussi à couper un bras de Fargo. Ainsi, toutes les entrées sont renforcées et la vigilance est maximale. Rosen est impressionné par la préparation du comte. Il comprend maintenant que les soldats du château ne sont pas de simples bandits, mais des combattants extrêmement expérimentés,
dotés d'une moralité inébranlable. Il se rend compte que leur rôle est de servir de bouclier, conformément à leur mission en tant que cette lance. Il espère qu'une fois Coinzel éliminé, tout reviendra à la normale, bien que sa camarade soit intriguée de le voir pleurer. Quelques minutes plus tard, les soldats aperçoivent dans le ciel le loup volant. Ils envoient immédiatement des dragons à sa poursuite, tandis que les archers se préparent à tirer. Vido demande à notre protagoniste s'il est sûr de lui, mais ce dernier lui répond qu'il s'y attendait et qu'il devait être prêt. La créature vole avec agilité, esquivant les flèches, mais dans le château, on donne l'ordre d'utiliser l'arme spéciale. Un gigantesque canon magique est déployé. Vido est stupéfait et demande si Coinzel l'avait prévu. Ce dernier confirme, tout en avouant être surpris par l'évolution du château. Pendant que les soldats préparent le tir de l'artillerie magique, il rappelle que cette arme a déjà décimé des armées et repoussé de nombreuses attaques. Cependant, certains trouvent excessif de l'utiliser contre un simple semi-humain, mais il faut démontrer leur puissance et punir ceux qui osent les défier. Pendant ce temps, Shtemolek remarque la poursuite et dit à Fargo que son corps devrait tenir malgré sa blessure. Il lui demande de s'asseoir et d'observer comment il corrige l'erreur qu'il a commise. La fille avec Coinzel remarque que les dragons les forcent à se diriger vers le canon. Mais notre protagoniste ne peut s'empêcher de repenser à l'époque où, avec Shtemolek, ils avaient été chargés de récupérer cette arme magique pour protéger l'empereur en pleine guerre. Il avait alors été surpris de voir Shtemolek maîtriser l'art de la pierre magique. Ce dernier lui avait répondu qu'il avait lui-même été étonné d'apprendre que le meilleur épéiste était le fils d'un forgeron. Revenant au présent, notre protagoniste continue de voler autour du château, tandis que les soldats défendent les remparts et tentent de le forcer à entrer dans la ligne de tir de l'artillerie. Le soldat en charge du canon reçoit l'ordre d'ouvrir les canaux d'eau du lac, qui se vident immédiatement, un signal indiquant que tout est prêt. Les archers et les dragons attaquent de concert. Notre protagoniste esquive du mieux qu'il peut, ce qui inquiète Vido, car il ne contre-attaque toujours pas. Coinzel, lui, observe avec admiration les guerriers, qui sont aussi courageux qu'autrefois et prêts à mourir pour l'empereur. Rosen remarque que notre protagoniste semble en difficulté, mais suppose qu'avec la puissance de la lune presque à son apogée, il pourrait atteindre son objectif s'il abandonnait ses compagnons pour attaquer directement le château. Pourtant, ce n'est pas une option. Le canon est prêt à tirer. Alors que notre protagoniste approche, il s'arrête soudainement face à l'arme, se tourne et libère ses armes. Voyant les dragons le poursuivre, il est impressionné par la détermination des soldats. Au même instant, Shtemolek, excité, annonce que leur armée va démontrer sa puissance en anéantissant leur ennemi. Le canon tire un rayon de lumière qui frappe directement notre protagoniste. Mais au lieu de fuir, il fonce droit vers le canon. Les soldats sont stupéfaits. Le canon s'illumine intensément, aveuglant certains d'entre eux. Lorsque la lumière disparaît, ils réalisent que le loup continue d'avancer. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé et le poursuivent, mais constatent que personne ne le monte. Rosen éclate de rire, émerveillé, Coinzel a réussi à détruire le canon sans être affecté par son tir. Il s'est infiltré dans le château sans verser une seule goutte de sang. Le chaos s'empare du château alors que les soldats se lancent à la recherche de l'intrus. Shtemolek, quant à lui, est sous le choc, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, notre protagoniste et ses compagnons avancent par un canal souterrain. Vido ne comprend toujours pas ce qui s'est passé, et notre protagoniste lui explique que c'était son plan depuis le début. Il savait que la magie noire de la fée transformerait le tir du canon en eau, leur permettant d'accéder à ce passage secret, inconnu même des soldats. Vido se demande comment il peut être au courant d'un tel passage. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans un couloir où notre protagoniste est surpris de voir Guérampant, tout aussi étonné de le trouver là. Seuls les plus proches de Shtemolek connaissent ce passage secret. Vido et la fille demandent alors des nouvelles de Fargo et de la princesse, mais notre protagoniste leur dit qu'ils doivent voir Shtemolek, et qu'ils devraient les laisser passer. Cependant, Guérampant leur répond que ni son frère ni le comte ne sont au château, car au bout de ce couloir, il n'y a qu'un sanctuaire auquel seul son frère et Shtemolek ont accès. Notre protagoniste ne comprend pas pourquoi Fargo leur dit cela, puisqu'il fait partie de l'armée du comte. C'est alors que Guérampant confesse qu'il a vu quelque chose d'horrible cette nuit-là, il a découvert la forme monstrueuse de son frère ainsi que les véritables plans du comte. Il comprend maintenant qu'il a été manipulé tout ce temps, fier d'une mission dont il n'était en réalité qu'un simple pion. Il se sent coupable d'avoir lui-même amené la princesse dans ce sanctuaire. Furieux, Vido attrape Guérampant par le col et lui demande ce qu'il a fait. En larmes, ce dernier admet sa faute, il ne savait rien de tout cela. Il est venu ici pour comprendre l'étendue de ses erreurs et payer pour ses fautes. Notre protagoniste intervient avant que Vido ne lui fasse du mal. Il admet qu'il ne sait pas lire parfaitement les intentions des gens, mais quelque chose lui dit que Guérampant ne ment pas. Il lui demande alors de les guider jusqu'à Fargo et Shtemolek. Pendant ce temps, ces derniers se trouvent déjà dans le sanctuaire. Shtemolek prévient Fargo que si la situation s'aggrave, il devra agir. Après tout, il possède ce pouvoir pour une raison. Quelques instants plus tard, Guérampant arrive à l'entrée du sanctuaire, prétendant amener quelques jeunes filles spéciales. Le garde les observe,
surpris de voir notre protagoniste déguisé. En effet, quelques minutes auparavant, Guérampan les avait tous déguisés, expliquant que c'était la meilleure option. Il leur avait révélé qu'il transportait régulièrement des semi-humaines aux prêtres, bien qu'il ignore leur sort exact. Selon les rumeurs, on leur retirait le sang noir avant de les envoyer vivre ailleurs en paix. Guérampan insiste pour remettre lui-même ces jeunes filles à Fargo et demande qu'on le fasse appeler. Un moment plus tard, Fargo arrive, encore affaibli par ses blessures. Il se montre surpris que Guérampan les fait appeler, car d'habitude, il lui laisse simplement les filles. Mais cette fois, Guérampan lui demande de lui montrer la vérité. Il veut savoir en quoi il a participé, quelles atrocités ont été commises. Fargo ne comprend pas l'attitude de son frère, jusqu'à ce que Guérampan, furieux, lui révèle qu'il l'a vu cette nuit-là. Il a vu de ses propres yeux comment Fargo a tué les parents de Zéphi et les a transformés en monstres. Il réalise maintenant que Fargo lui a menti depuis le début et exige la vérité. Mais contre toute attente, Fargo se contente de sourire. Il comprend maintenant pourquoi son frère agit ainsi. Il explique alors qu'il protégeait en réalité certaines semi-humaines cette nuit-là et qu'il a dû éliminer des infiltrés qui tentaient d'attaquer les 7 héros. C'est pour cela qu'il a utilisé son pouvoir, un pouvoir qui lui a été implanté lorsqu'il était enfant par un homme maléfique qui a expérimenté sur lui. Il cache ce secret au comte, car il est inconcevable qu'un de ces hommes possède une magie du royaume obscur. Il n'a utilisé ce pouvoir que pour sauver des vies innocentes. Guérampan est bouleversé, alors que notre protagoniste et les autres savent qu'il ment effrontément. Pourtant, en larmes, Guérampan choisit de croire en son frère. Il lui demande s'il peut encore lui faire confiance, et Fargo lui répond que oui. Il le remercie même d'avoir toujours accompli sa mission, ajoutant qu'ils parleront plus tard d'une mission spéciale que leur a confiée le comte. Guérampan, soulagé, se retourne vers les autres et leur demande s'il compte aussi s'excuser pour l'avoir jugé à tort. Mais c'est alors que Fargo se fige, reconnaissant notre protagoniste. Guérampan tente d'expliquer la situation, mais un pouvoir sombre le transperce soudainement. Fargo, furieux, lui demande s'il a amené des intrus jusqu'au sanctuaire. Il le transperce encore davantage avec sa magie, affirmant qu'il n'a plus besoin de lui. Alors qu'il s'apprête à l'achever, notre protagoniste intervient et bloque l'attaque, se jetant sur Fargo. Ce dernier se défend du mieux qu'il peut, bien qu'agacé par la lenteur de son adversaire. Mais notre protagoniste est catégorique, il est temps de mettre fin à cette mascarade. Fargo accuse son frère de l'avoir trahi, mais notre protagoniste réplique que c'est sa propre faute, il aurait dû l'éliminer plus tôt. Pris au dépourvu, Fargo propose un marché, il leur livrera la princesse et, en échange, ils oublieront tout ce qui s'est passé. Après tout, Coinzel, le héros des frontières, ne devrait pas ternir sa réputation en attaquant le château du comte. Mais lorsque notre protagoniste apprend que la princesse est bien ici, il rejette immédiatement l'offre. Il annonce qu'il tuera Fargo, puis ira la sauver. Aucun compromis n'est possible, il doit aussi en finir avec Shtemwelek. Fargo, choqué, esquisse un sourire sinistre. Il regarde son frère et lui dit qu'il va enfin découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à ces jeunes filles. Une énergie sombre jaillit de son corps, révélant les visages déformés des nombreuses victimes qui ont souffert entre ses mains. Guérampan ne peut que regarder horrifié et en larmes ce qu'il a causé aux filles qu'il transportait. Fargo rit sarcastiquement en expliquant que ces filles sont devenues des épées pour protéger le comte. Rempli de rage, notre protagoniste ne supporte plus d'entendre ces paroles et se jette sur lui avec une fureur brûlant dans ses yeux. Fargo, surpris, se défend tout en affirmant qu'il comprend maintenant la situation, même s'il admet qu'il ne sera jamais assez rapide pour vaincre son adversaire. Il attaque alors en riant frénétiquement, mettant Coinzel sur la défensive et le défiant de révéler son arme secrète. Vido, de son côté, demande pourquoi il ne l'utilise pas, mais notre héros leur rappelle qu'il ne peut pas user de son pouvoir sans voir le ciel et la lumière de la lune. Vido et Athos s'éloignent, après un échange de signaux, lancent une attaque combinée qui surprend Fargo, d'autant plus que Coinzel l'attaque également. Leur objectif est de disperser ses tentacules, mais même cette stratégie ne suffit pas. Fargo contre-attaque avec force, réussissant à déchirer l'uniforme de notre héros. Coinzel bondit dans les airs, mais Fargo transperce l'une de ses mains, le forçant à lâcher son épée. Vido et Athos sont sous le choc, mais Guérampan lance une dague à notre protagoniste, qui parvient à l'attraper. Contre toute attente, il esquive les tentacules et plante l'arme en plein front de Fargo, mettant ainsi fin au combat. Alors qu'il s'apprête à repartir, Vido et Athos demandent ce qu'il adviendra de Guérampan. Coinzel, sans se retourner, leur ordonne d'avancer, laissant Guérampan seul, effondré en larmes auprès du corps de son frère. Dans un souvenir de l'année 3968, notre protagoniste et Shtemwelek observent des soldats célébrer la construction d'une arme. Après une bataille, Shtemwelek commande qu'il est temps de rejoindre les autres, tandis que notre héros le complimente sur son allure élégante, très différente du bandit qu'il avait connu. Pendant ce temps, les gardes demandent à Shtemwelek s'il est prudent de rester là après l'intrusion récente, mais Shtem leur assure que Fargo reviendra bientôt avec la tête des assaillants. Il s'enquiert ensuite du nouveau spécimen capturé. Le chef des gardes lui répond qu'il s'agit d'une elfe aux cheveux sombres, une rareté.
Cette espèce possède un corps semblable à celui des humains, mais avec une puissance et les biens supérieurs. Stem, ravi, se lamente du fait qu'elle soit une sauvage des frontières, mais se réjouit à l'idée d'exploiter son corps jusqu'à la dernière goutte de son sang. C'est alors que notre héros surgit, éliminant les gardes à l'entrée. Stem, furieux de l'échec de Fargo, ordonne que personne ne soit épargné. Coinzel avance, impitoyable, tandis que Stem annonce qu'il affrontera lui-même l'intrus. Amusé, notre protagoniste lui rappelle son âge avancé, mais Stem ne le reconnaît pas. Il lui rappelle qu'il se trouve au château du comte. Notre héros répond qu'il le sait, mais qu'il entend surtout la souffrance d'une elfe soumise à la magie noire. Vido et Atto reconnaissent immédiatement Sharon et se précipitent vers elle, mais Stem ordonne aux gardes d'activer un plan de contingence. Des lumières s'allument au sol, révélant des milliers d'ossements et de crânes, laissant Vido et Atto sous le choc. Stem se moque d'eux, affirmant que ces restes appartiennent aux rebelles venus sauver l'elfe. Il se vante d'être l'un des 7 héros ayant sauvé l'Empire et que l'elfe deviendra un pilier du royaume éternel. Mais notre héros l'interrompt, lui ordonnant de se taire, car il a trop entendu et comprend maintenant à quel point Stem est tombé bas. Vido et Atto parviennent à libérer Sharon et maudissent le comte pour ses actes. Stem leur reproche de s'être retourné contre lui pour une femme, après tout ce qu'il a fait pour les sauver des griffes de l'Empire de Wishtek. Coinzel lui rappelle qu'il fut jadis un noble guerrier qui risquait sa vie pour son peuple. Mais Stem ne comprend pas pourquoi cet elfe le regarde ainsi, empli de tristesse, et cela l'énerve encore plus. Coinzel lui annonce qu'il mettra fin ici et maintenant au péché qu'il a commencé il y a si longtemps. Il l'attaque, mais Stem esquive avec une agilité surprenante, bondissant sur les murs. Tous sont stupéfaits par sa vitesse. Lorsqu'il bloque une attaque de Coinzel, il se moque de lui en affirmant que malgré sa victoire contre Fargo, il ne le trouve pas si fort. En tant que l'un des 7 héros, il fera justice en éliminant ce traître. Atto demande à Vido de protéger Sharon pendant qu'il cherche un passage vers l'extérieur. Stem se jette sur notre héros, affirmant qu'il devrait se sentir honoré d'être tué par un héros impérial. Pourtant, il s'énerve rapidement en voyant que Coinzel ne fait que se défendre et lui inflige une profonde entaille à l'épaule. Coinzel se maudit de ne pas pouvoir esquiver. Le comte est stupéfait de voir une lueur dans son abdomen, mais Coinzel l'attaque à nouveau, lui causant une autre blessure. Malgré tout, Stem combat toujours de la même manière. Pendant ce temps, les gardes accélèrent le processus d'activation de leur arme secrète. Stem jubile lorsqu'il parvient à blesser notre héros, mais il est choqué de voir que lui aussi saigne abondamment. Il ne comprend pas comment un simple semi-humain peut l'atteindre, alors qu'il est censé être renforcé par le sang des semi-elfes. Notre héros enchaîne plusieurs attaques, le couvrant de blessures. Peu à peu, Stem reconnaît son style de combat et, stupéfait, lui demande qui lui a enseigné. Coinzel lui demande alors s'il ne l'a toujours pas reconnu. Cela fait 20 ans qu'il le traque pour se venger. Stem est frappé de stupeur en réalisant que son adversaire est Askeri, leur ancien frère d'armes, et est toujours en vie. Coinzel utilise une technique de vent sombre pour foncer à une vitesse extrême sur le comte et lui infliger de multiples blessures. Cependant, il est surpris de voir son propre corps subir les effets de la technique. Stem, gravement blessé, s'écroule et murmure qu'il est impossible que Coinzel ait survécu, rappelant qu'il l'avait démembré et jeté à une mort certaine dans la forêt sombre. Coinzel s'approche et lui rappelle qu'après que Glenn lui ait arraché un œil, Stem l'avait lâchement attaqué par derrière pour lui couper un bras. À présent, il se venge, et après lui, il s'occupera des 6 autres. Vido et Atto sont abasourdis par cette révélation. Stem, rampant au sol, refuse d'y croire, se souvenant du moment où les 7 héros l'avaient laissé pour mort. Notre héros s'apprête à porter le coup final, mais sa lame est arrêtée par une barrière métallique. Autour de lui apparaissent plusieurs femmes en armes et casquées. Stem sourit diaboliquement et ordonne au grand prêtre de ne pas tuer Coinzel. Les elfes fraîchement arrivés empêchent Atto d'intervenir, tandis que Stem s'approche de notre héros, curieux de savoir comment il peut sembler aussi jeune après 20 ans. Coinzel, furieux, crie qu'après tout ce temps et tant d'efforts pour sa vengeance, tout ce qui l'intéresse est son apparence. Stem, ravi, annonce que Coinzel est le cobaye parfait pour leur objectif ultime. Notre héros commence alors à entendre les voix des elfes emprisonnés, toujours conscientes et suppliant qu'on les libère. Soudain, accablé, il s'effondre. Stem en profite pour ordonner au grand prêtre de lancer le rituel de transmigration. Mais alors qu'on s'apprête à lui infuser de la magie noire, notre héros éclate de rire. Une larme coule de son œil tandis qu'un immense pouvoir jaillit de son dos, anéantissant tous les gardes autour de lui. Stem est pétrifié d'incompréhension, tandis que Coinzel, toujours riant, semble enfin libéré. Il fait également s'effondrer le plafond sur Stem, et Sharon remarque que les demi-humains sont libérés de leur souffrance et trouvent enfin le repos éternel. Elle espère que Coinzel ne s'en voudra pas de les avoir anéantis, car il le remercie. Le grand prêtre est fasciné par la forme monstrueuse de Coinzel, qui finit par le tuer lui aussi. Stem est terrifié en voyant cela, et Coinzel lui dit qu'il est heureux de voir que Stem est toujours aussi abject qu'autrefois. Il pense qu'il peut le tuer sans aucun regret. Stem implore sa clémence, mais Coinzel ne l'écoute pas et lui arrache une main. Malgré la douleur, Stem continue de supplier en rappelant leur ancienne proximité.
Il le supplie de ne pas lui ôter la vie, mais Koinzel l'élimine sans hésitation, déchirant son corps en morceaux. Il pense alors qu'il ne reste plus que 6 ennemis à abattre. Atto et Vido sont stupéfaits devant ce carnage. Koinzel s'effondre soudainement, et Atto le rattrape. Elle remarque qu'il est anormalement léger et tente de le réveiller, sans succès. Sa sœur la rassure en lui disant que Koinzel est simplement inconscient et qu'il va bien. Atto fait remarquer qu'il y a quelque chose d'étrange chez lui, car son corps semble trop léger. Sharon explique qu'il a perdu le contrôle et libéré une immense quantité de pouvoir d'un coup. Cependant, grâce à sa volonté de faire, son corps est resté intact. À ce moment-là, la pièce où il se trouve commence à être inondée, et il décide de s'échapper. Pendant ce temps, Guérampan est vu tenant le cadavre de Fargo. Il se remémore leur première rencontre, lorsqu'il avait été sauvé par Fargo et son groupe de bandits alors qu'il venait d'aider une jeune fille poursuivie par des chevaliers. La fille avait supplié Fargo d'épargner Guérampan, et Fargo avait accepté, lui proposant même de rejoindre l'armée du comte, qui accueille ceux au cœur pur et prêt à combattre pour l'empereur et son peuple. Surpris par cette offre soudaine, Guérampan avait accepté, demandant même s'il pouvait l'appeler grand frère. Fargo lui avait donné une épée en lui répondant qu'il pouvait l'appeler comme il le souhaitait. De retour au présent, Guérampan réalise qu'il a toujours tout fait pour son grand frère depuis ce jour, mais que ce dernier ne l'a jamais réellement vu tel qu'il était. Il comprend qu'il n'a jamais su ce qu'il aurait dû faire pour le bien de tous, et qu'au final, il n'a rien accompli. Vido et les autres arrivent alors sur place, et Vido lui demande ce qu'il fait. Guérampan ne répond pas, et soudain, le plafond s'effondre sur lui, emportant Fargo et lui dans un torrent d'eau, mettant ainsi fin à leur histoire. Ailleurs, une prêtresse ressent la chute d'une étoile, frappée par une ombre au reflet bicolore, engloutie par les ténèbres. Les prêtres autour d'elle se demandent si elle parle de je t'aime, et réalisent que la situation est grave. Pendant ce temps, Vido et les autres fuient la forteresse à dos du loup. Les soldats les aperçoivent, mais il est trop tard, et ils s'échappent. La scène change pour montrer les prêtres interprétant le message de la prêtresse. Ils n'en tirent qu'une seule conclusion, ils doivent en informer l'empereur au plus vite. Quelques jours plus tard, des personnages importants arrivent à la forteresse, où des soldats fouillent les souterrains à la recherche de je t'aime. Ils n'ont toujours aucune nouvelle du rebelle en fuite, malgré des recherches prolongées. Ils n'ont pas non plus retrouvé le comte. Un soldat indique qu'ils doivent se hâter, car les nobles du conseil ont accueilli l'émissaire venu de la capitale et convoqué tous les capitaines du château dans la grande salle. L'émissaire annonce que des funérailles vont être organisées. Les soldats signalent que le corps du comte n'a toujours pas été retrouvé. L'émissaire leur répond qu'il est difficile d'accepter sa mort sans preuve tangible, mais que la prêtresse de Mondambur a ressenti son trépas. Elle affirme que l'une des 7 étoiles est tombée. Les soldats sont sous le choc. L'émissaire poursuit en disant que les citoyens vont pleurer la disparition du comte, mais que certains, y compris le seigneur local, pourraient chercher à profiter de la situation pour s'emparer du pouvoir. Il annonce que des funérailles dignes des 7 héros seront organisées en son honneur, car c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour honorer sa mémoire. Les soldats, en larmes, proclament la mort du comte à travers le pays. Ailleurs, Pippi et Althea remarquent une foule rassemblée dans les rues et se demandent ce qui se passe. Althea estime que c'est une chance pour elle, car l'armée du comte est absente, ce qui leur permet de passer inaperçu. Elle s'approche, et Pippi se demande si c'est un enterrement. Un prêtre leur explique que leur bien-aimé comte a été assassiné par des ennemis infiltrés dans le château, et qu'il a entendu dire que le lieutenant Fargo a également été tué en tentant de le protéger. Il précise que le lieutenant sera enterré aux côtés du comte. Pippi comprend immédiatement que Koinzel est derrière tout cela. Elle et Althea sont soulagées d'apprendre qu'il est en vie. Le cortège funéraire arrive alors. Tout le monde pleure la mort de Stem tandis que son cercueil est transporté dans les rues, suivi de celui de Fargo. Zéphi pleure en voyant le cercueil de Fargo. Pippi tente de l'en empêcher, mais Althea l'arrête. Les gens commencent à murmurer, se demandant si Zéphi est bien la Milael que Fargo avait protégée et aidée à migrer. Ils comprennent pourquoi elle est si bouleversée par sa mort. Pippi ne veut pas que Zéphi pleure pour quelqu'un comme lui, car c'est lui qui a tué ses parents. Elle s'effondre en larmes dans les bras d'Althea. À ce moment-là, Vido arrive et dit qu'il était en train de le chercher. Ils sont heureux de voir qu'il est sain et sauf et lui demandent des nouvelles de Koinzel et des autres. Vido leur dit de le suivre et les guide à travers la forêt. Pippi est complètement épuisé après une longue marche, et Vido lui demande de tenir bon car ils sont presque arrivés. Il leur dit que cela a dû être difficile de vivre caché seul, et il est soulagé de les avoir trouvés plus tôt que prévu. Althea explique que l'armée du comte les recherchait partout, les forçant à camper dans les montagnes. Ils arrivent ensuite à la grotte où se trouvent les autres, et Pippi est soulagé de voir Koinzel sain et sauf, le serrant dans ses bras. Althea remarque alors une nouvelle personne dans le groupe et se demande si c'est bien celui que Vido recherchait. Il confirme que c'est bien lui, et Pippi constate que Koinzel a rétréci. Il lui explique qu'il n'est pas en pleine forme et que c'est la première fois que cela lui arrive. Toutefois, il est sûr de retrouver bientôt son état normal. Althea demande pourquoi il reste ici, soulignant que, bien que l'endroit soit dans les montagnes, il n'est pas très éloigné de la route. Vido explique que c'est Koinzel qui a demandé à se cacher ici,
car l'endroit a une signification particulière pour lui. La scène se coupe alors à cet endroit spécial. Vidot explique que les âmes des valeureux soldats tombés au combat reposent dans cette vallée, parmi lesquels figurent d'anciens camarades de Coinzel. Il révèle qu'il parle de la Grande Guerre survenue il y a 20 ans, ce qui surprend Althea. Atto lui apprend que le véritable nom de Coinzel est Askery, et qu'il fait partie des 4 hommes que les 7 héros ont faussement accusés d'être des lances traîtresses avant de les massacrer. Althea est choquée d'apprendre que l'endroit qu'elle et ses clients chérissaient est gouverné par des hommes aussi ignobles. Elle est dévastée en pensant à tout ce qu'elle a fait pour eux. Coinzel, après avoir contemplé les tombes de ses anciens compagnons, décide de repartir, mais il remarque alors que la procession funéraire du comte arrive. Coinzel est outré d'apprendre que ce dernier va être enterré en ce lieu sacré. L'envoyé de la capitale annonce qu'un jour, une stèle commémorative sera érigée en hommage à l'un des 7 héros. Il précise que le corps du comte n'est pas dans ce cercueil, ce qui est légèrement déshonorant, mais qu'il faut respecter ses volontés pour maintenir la paix et l'ordre. Les citoyens font leurs adieux au comte en larmes, ce qui énerve Coinzel. Pippi n'en revient pas qu'un si grand hommage soit rendu à ces misérables qui ont trompé Guérampan et les autres, et ses compagnons partagent son dégoût. Vidot explique que personne n'a jamais su qui était réellement le comte, ce qui explique pourquoi son cercueil a été amené ici. Coinzel leur dit que leur colère est légitime, mais qu'il faut se rappeler qu'il a tué un héros et qu'il est désormais un traître ayant levé son épée contre l'Empire et tourmenté ses citoyens. Cependant, il ne compte pas s'arrêter là et déclare qu'il tuera les 6 autres héros. Il leur conseille alors de s'éloigner de lui tant qu'ils le peuvent encore. Cette nuit-là, Pippi, incapable de dormir, est interrogée par Althea, qui se demande si elle veut suivre Coinzel. Pippi répond que oui, mais qu'elle sait que cela signifie affronter des choses effrayantes. Elle pense qu'elle ne fera que lui compliquer la tâche et se demande quoi faire. Althea lui dit que suivre Coinzel ne sera pas facile, mais qu'elle ne sera pas seule à le faire. Pendant ce temps, on voit Atto brûler ses robes à l'extérieur. Sharon lui demande si elle a pris sa décision, et elle confirme qu'elle veut accompagner Coinzel, même si elle sait qu'il n'a pas besoin d'une personne naïve comme elle. Au matin, Coinzel part seul, mais Vidot et Sharon l'interceptent sur le loup. Vidot lui explique qu'il ne peut pas l'accompagner car il doit protéger quelqu'un d'autre, mais il lui promet de lui rendre l'appareil un jour. Il lui demande de bien prendre soin d'Atto, ce qui intrigue Coinzel. Il remarque ensuite que Pippi, Althea et Atto arrivent et comprend qu'ils veulent partir avec lui. Il s'éloigne avec eux, tandis que Vidot et Sharon s'envolent. Ailleurs, Rosen se tient devant le marquis Glenn et les soldats du Marais, qui lui demandent de révéler tout ce qu'il sait sur le héros des terres frontalières. Rosen est tiraillé par l'idée de livrer Coinzel aux lames de l'Empire, car il le considère comme un héros. Cependant, en tant que chevalier de l'ordre des 7 lances, il se doit d'obéir et commence son rapport au marquis. Dans le comté de Lemda, un garde apprécie les vêtements de 2 filles, disant qu'elles conviendront au comte Barestar. Les 2 filles entrèrent dans la chambre de Barestar. Barestar, visiblement en colère, regarda l'une d'elles, remarqua sa boucle d'oreille et la tua immédiatement. Peu après, un garde entra et demanda des explications. Barestar lui montra la boucle d'oreille et déclara que la fille était venue pour l'assassiner. L'aîné se réunissait avec les 7 héros restants. Il leur ordonna de retrouver l'assassin de Stem et de le tuer à leur tour. L'un des héros se tourna vers Barestar et affirma qu'il était le prochain sur la liste du rebelle. Barestar répondit qu'il voulait le rencontrer pour lui faire regretter son acte. À Lemda, les gardes de Barestar pillèrent le village, s'emparant des biens et des femmes. Un villageois, désespéré, rappela que les gardes étaient censés les protéger. Un garde justifia leur action en expliquant qu'il recherchait le rebelle. Un autre ajouta qu'il portait une cicatrice à l'œil et était plutôt petit. Coinzel apparut. Les gardes le défièrent, mais il se moqua d'eux, dénonçant leur pillage. L'un d'eux le reconnut immédiatement et annonça qu'il était le rebelle qui avait tué Stem. Les gardes attaquèrent, mais Coinzel les extermina d'un seul coup d'épée. À la taverne, Althea, Atto et Pippi travaillaient. Althea les félicita pour leur performance. Plus tard, dans la salle de repos, elle informa le gérant qu'elle resterait quelques jours de plus, et il accepta. Pippi, attristé, expliqua que tout cela était dû au départ de Coinzel. Coinzel, posté à distance, observait les gardes. Un homme l'approcha et lui remit une carte. En l'examinant, Coinzel remarqua qu'il manquait une partie. L'homme expliqua que les cartes de la région nord étaient restreintes depuis la construction du château du gouverneur. Il proposa d'en obtenir une autre contre-paiement, mais Coinzel refusa, estimant celle-ci suffisante. Après son départ, il réfléchit au défi que représentait la collecte d'informations et décida de rester prudent et méthodique dans ses attaques. À la taverne, des clients rejouaient la scène du meurtre de Stem. Pippi remarqua qu'ils imitaient Coinzel et retraçaient l'événement. Un garde, agacé, leur ordonna d'arrêter. Il s'approcha de l'acteur jouant Coinzel et s'indigna qu'un simple comédien ose représenter leur Stem. Il déclara être venu pour se divertir, et non pour écouter cette histoire ennuyeuse. Il attrapa le comédien et l'accusa du meurtre de Stem, levant le poing pour le frapper. Atto intervint et bloqua l'attaque, mais le garde brisa son bâton et tenta de la frapper. Un guerrier apparut alors et projeta le garde violemment en arrière.
Le guerrier vérifia que le comédien allait bien et lui dit de garder son masque en souvenir. Il se tourna vers Atto et la complimenta pour sa danse. Le garde, furieux, se releva et déclara que personne ne devait toucher un homme du gouverneur. Le guerrier s'excusa, expliquant qu'il voulait simplement assister à la performance sans interruption, mais que le garde avait gâché le spectacle. Il souligna la rareté de ce genre de représentation. Le garde, exaspéré, l'attaqua, mais le guerrier riposta avec force. Coinzel surprit une conversation mentionnant une bagarre dans la taverne où se trouvait son groupe. Sur place, le garde blessé se plaignait de douleurs atroces, tandis que ses camarades gisaient au sol. Le guerrier demanda au comédien de garder son masque en souvenir, puis quitta la taverne. À l'extérieur, Coinzel l'aperçut et ressentit quelque chose d'étrange en lui. Il comprit que ce guerrier avait combattu à l'intérieur et vaincu les soldats du gouverneur. Il soupçonna qu'il avait perçu sa présence et peut-être même deviné son identité. Par précaution, il choisit de redoubler de vigilance. Le guerrier retrouva Rosen, qui se montra soulagé de le voir. Ils montèrent ensemble à bord d'un aéronef. Le guerrier évoqua les rumeurs selon lesquelles le rebelle se cacherait dans un village voisin. Rosen confirma qu'il avait envoyé 4 chevaliers fouiller la région. Il précisa que Elsaria, Herzen, Dalist et Kalkris étaient sur l'affaire. Le guerrier ironisa sur la particularité de cette équipe. Il chercha à en savoir plus sur la puissance du rebelle. Rosen admit avoir été vaincu après avoir reçu un coup à la jambe, précisant que le rebelle lui avait laissé la vie sauve. Le guerrier, surpris, releva ce geste de clémence en plein combat. Finalement, il décida de laisser la mission au chevalier. À Lemda, le chef des gardes réprimanda ses hommes, les accablant de honte pour s'être fait battre. Il attrapa la main d'un garde et la brisa, provoquant un cri de douleur. Le chef des gardes déclara que sa main venait d'être brisée par un soldat de la Cité Libre. Il rappela à ses hommes qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Dans la Cité Libre, les 4 chevaliers rencontrèrent la dirigeante de la ville. Elsaria, l'un des chevaliers, demanda un séjour supplémentaire de 10 jours pour terminer leur mission. Le dirigeant accepta immédiatement, affirmant que cela ne compromettrait pas la liberté de la ville. Soudain, un énorme rocher faillit percuter le dirigeant, mais il l'esquiva de justesse. Elsaria supposa qu'il s'agissait d'un message adressé à quelqu'un. Le dirigeant, perplexe, chercha à comprendre la raison de la présence de l'armée du gouverneur. Un garde l'accusa d'abriter un ennemi de l'État. Le dirigeant réfuta cette accusation, expliquant qu'il avait laissé partir leurs soldats sans encombre. Les gardes du gouverneur lui imposèrent un choix, livrer le rebelle ou autoriser une fouille complète de la ville. Elsaria s'avança et intima aux gardes de reculer. Lorsqu'il lui demanda son identité, elle déclara être Elsari, chevalier au service des 7 lances. Elle critiqua leur attaque sans avertissement et rappela que la ville avait été déclarée libre par l'empereur. Elle leur ordonna de partir immédiatement. Le garde l'insulta, mais recula en apprenant son nom et ses origines. Paniqué, il s'excusa et promit de se retirer. Elsaria exigea qu'aucun soldat du gouverneur ne reste en ville durant son séjour de 10 jours, le temps qu'elle traque le tueur des héros. Le garde demanda à assigner 10 soldats à sa mission. Après consultation du dirigeant, Elsaria accepta et déclara que tout était prêt pour commencer. À bord de l'aéronef, le guerrier interrogea Rosen sur la force des 4 chevaliers. Rosen affirma qu'ils étaient inégalés. Il raconta une rébellion passée dans la ville de Balgrun, où le général avait demandé des renforts à leur leader, Glenn. Les 4 chevaliers avaient été envoyés pour évaluer la situation. Malgré le danger, Elsaria avait insisté pour accompagner les soldats afin d'éviter le déshonneur. Ils avaient éliminé le chef rebelle et écrasé l'insurrection. Rosen conclut qu'aucun individu ne pouvait vaincre seul le tueur des héros. Le guerrier, impressionné par les exploits du tueur, exprima son désir de l'affronter. Il supposa même qu'il serait facile à vaincre, ce qui rendit Rosen visiblement nerveux. Pendant ce temps, Pippi se demandait où pouvait être Coinzel. Soudain, les 4 chevaliers firent irruption dans sa chambre, la surprenant. Elsaria s'excusa et expliqua qu'il cherchait le tueur des héros, admettant s'être trompé une nouvelle fois. Pippi comprit alors qu'il recherchait Coinzel. L'un des chevaliers, épuisé, observa la taille de la ville et rappela qu'il cherchait un hybride mi-humain avec du sang féerique, ce qui compliquait son identification. Il confirma que Pippi n'était pas leur cible. Avant de partir, un chevalier remarqua que Pippi appartenait à la race de Mil-Elmlil. Il souligna son don unique de fusion avec les fées et sa capacité à utiliser la communication spirituelle. Il avoua n'avoir jamais rencontré quelqu'un comme elle et exprima son enthousiasme. Elsaria rappela à son équipe qu'il devait partir, mais le chevalier continua de complimenter Pippi même en étant transporté par ses compagnons. L'un d'eux releva l'attitude inhabituelle de Sophie et supposa qu'il se rapprochait de leur cible. Pippi réalisa que la fée observait Coinzel, ce qui signifiait qu'il était tout proche. Elle décida d'alerter Atto et Althea. De son côté, Coinzel réfléchissait à sa situation. Il savait qu'il devait rester en ville, car il ignorait l'emplacement du château de Barestar ainsi que les détails de la région. Finalement, il rencontra les 4 chevaliers. Elsaria se demanda si ce jeune homme était bien le rebelle recherché. L'un des chevaliers confirma que Sophie les avait guidés jusqu'ici en suivant l'odeur de son sang.
Elsaria pointa du doigt sa cicatrice maquillée et l'accusa d'être le tueur des héros. Elle se présenta officiellement et déclara que, mandatée pour maintenir l'ordre de l'Empire, elle allait désormais le juger pour crime contre le système. Elsaria attaqua Coinzel avec son épée, mais Coinzel bloqua l'attaque. Le reste de l'équipe d'Elsaria attaqua également Coinzel avec leurs armes, mais il esquiva et s'éloigna. Elsaria déclara alors que Rosen avait eu raison de leur dire de ne pas attaquer Coinzel un par un en raison de sa force extrême. Coinzel comprit que Rosen les avait envoyés pour le tuer. Elsaria affirma qu'elle ne laisserait pas Coinzel échapper à ses actes. Coinzel décida de ne pas mourir sous ses coups. Pendant ce temps, Rosen arriva en ville à bord d'un dirigeable. Un guerrier le remercia pour la rapidité du voyage et exprima sa joie de le revoir. Le commandant Glenn s'entraînait à l'épée sous le regard admiratif des spectateurs lorsqu'un guerrier le défia en duel. Glenn para ses attaques avec aisance, suscitant l'étonnement général. Deux gardes s'interrogèrent sur l'identité du combattant. Celui-ci se présenta sous le nom d'Ickfess, expliquant qu'il avait consacré sa vie au marquis Glenn et s'était entraîné à l'académie de l'épée sous ses ordres. Il exprima son étonnement d'avoir été convoqué. Glenn lui annonça qu'il devait assister au conseil de la prophétie, mais lui confia une mission en son absence. À l'intérieur du palais, Glenn questionna Ickfess sur le tueur de héros. Ickfess confirma qu'il s'agissait d'un semi-elfe ayant tué le commandant Stem et qu'il l'avait affronté au camp. Glenn rappela qu'Ickfess avait été placé sous la tutelle du maître Guri pendant 5 ans et déclara vouloir évaluer ses compétences. Il lui ordonna d'éliminer le tueur de héros, de lui rapporter sa tête et de restaurer l'honneur de sa famille parmi les nobles. Ickfess accepta sans hésitation. Les 7 lances se réunirent, et l'un d'eux exprima son mécontentement face à la mission confiée à Ickfess. Un autre membre rappela qu'Ickfess avait été formé avant même la création des 7 lances. Il expliqua qu'Ickfess s'était entraîné intensément et était devenu l'un des chevaliers les plus puissants de l'Empire. Il précisa également qu'il était destiné à protéger leur bannière et qu'il recevrait bientôt le titre de maître de l'épée. Rosen ajouta qu'Ickfess maîtriserait bientôt la technique du couronnement et hériterait de l'aile noire et de l'épée. Glenn et le maître Guri observaient les jeunes guerriers s'entraîner. Glenn évoqua la mort d'Askery et demanda à Guri s'il lui en voulait toujours pour l'avoir tué. Elle répliqua qu'elle le pleurera pour toujours. Elle expliqua qu'à 16 ans, Askery avait atteint des sommets dans l'art de l'épée, que même des maîtres ne pouvaient atteindre. Dans le passé, un temps après le départ d'Askery pour la guerre, Guri apprenait que les héros sont de retour. Un homme expliqua que les 7 héros avaient combattu Wishtek, mais que 4 d'entre eux se sont retournés contre l'Empire, donc les héros ont dû les éliminer. Et Coinzel faisait partie des traîtres, ce qui surprit Guri. Guri exprima sa douleur et son incompréhension face à la décision de Glenn de salir leur mémoire. Glenn demanda à Guri s'il lui en voulait pour la mort et la disgrâce d'Askery. Guri répondit que sa haine envers lui était intacte. Il affirma qu'il aurait tué Glenn sans hésiter s'il en avait eu la possibilité. Glenn déclara qu'il la tuerait si elle devenait une menace pour sa vision et qu'il mettrait toute sa force au service de l'Empire. Guri reconnut son devoir de loyauté envers Glenn malgré sa rancune et le remercia d'avoir accueilli Ickfess. Coinzel fuyait les assauts des 4 chevaliers. Elsaria l'accusa d'éviter le combat. Coinzel répliqua qu'il ne pouvait pas se battre correctement en raison de sa tenue. Soudain, Atto apparut et lui prêta main forte. Elsaria remarqua la présence d'un allié du tueur de héros. Atto ignora l'ordre d'Elsaria de s'écarter et révéla la véritable nature du commandant Stem, accusant les chevaliers d'ignorer ses crimes. Elle attaqua depuis les airs en affirmant avoir été témoin de ses atrocités. 2 chevaliers lui lancèrent des armes, mais Coinzel dévia les attaques pour la protéger. Atto déclara qu'elle défendrait le véritable héros au péril de sa vie. Elsaria refusa de croire qu'elle se battait aux côtés d'un rebelle et reprit l'affrontement. Les autres chevaliers tirèrent sur Coinzel sans succès. Atto reconnut la valeur de Coinzel et devina qu'il souhaitait les épargner d'un affrontement plus grave. Alors qu'ils se battaient, Hertzen projeta des flammes sur Atto, la blessant. Elsaria tenta de l'achever, mais échoua. Coinzel ordonna à Atto de se retirer, estimant qu'elle ne pouvait plus continuer le combat. Une dague atteignit Atto, et Coinzel se précipita pour la sauver avant qu'elle ne tombe du bâtiment. Il l'emmena sur un petit bateau où Pipi et Althea les attendaient. Ils prirent rapidement le large. Les 4 chevaliers tentèrent de les poursuivre, en vain. Elsaria s'interrogea sur leur action, et Hertzen la rassura en affirmant que Sophie avait mémorisé l'odeur des rebelles. Elsaria annonça qu'ils étaient proches de Coinzel et qu'ils allaient l'attraper pour en finir. Atto se réveilla de ses blessures, mais Coinzel lui ordonna de partir, estimant qu'elle était trop faible pour se battre à ses côtés et qu'elle le ralentissait. Pendant ce temps, Barestar entra dans une colère noire en apprenant que les 4 chevaliers avaient ordonné à ses gardes de ne pas intervenir. L'un des gardes lui révéla que l'un des 4 chevaliers était la fille du prince électeur. À cette nouvelle, Barestar, furieux, brisa son bâton et ordonna la destruction de Jula Habla. Coinzel et son groupe trouvèrent une nouvelle cachette. Althea expliqua que cet endroit appartenait à quelqu'un qu'elle avait aidé à fuir et leur recommanda d'y rester jusqu'à ce que la situation se calme. Coinzel affirma que la situation ne se calmerait pas tant qu'il serait en ville, craignant d'être repéré à cause du ferry. Althea suggéra de rassembler les habitants opposés au roi pour obtenir leur aide, mais Coinzel rejeta cette idée,
affirmant que l'Empire déclarerait immédiatement la zone comme un repère de rebelles, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation. Koinzel s'approcha d'Atto, toujours affaibli, et lui reconnut sa valeur en tant que guerrière. Il l'encouragea à s'entraîner dur, tout en précisant qu'il ne voulait pas qu'elle meure à cause de lui. Il ajouta qu'elle perdait sa concentration en combat lorsqu'il était à ses côtés et déclara son intention de quitter la ville. Atto tenta de le retenir, voulant partir avec lui, mais Koinzel partit seul pour récupérer son arme. Il songea qu'il aurait aimé avoir le temps de la voir progresser ou d'entraîner de jeunes guerriers à l'Académie de l'épée, mais réalisa avec amertume que son avenir avait été détruit dans la forêt de la mort. En arrivant devant les 4 chevaliers, Elsaria l'attendait. Pendant ce temps, Althea et Atto sont informés du combat. Déterminé, Atto voulut se rendre sur place pour aider Koinzel. Le duel débuta entre Koinzel et Elsaria, chacun frappant l'autre simultanément. 2 chevaliers tirèrent des flèches de fer sur Koinzel, mais il les esquiva. Dans la ville, une mère et ses 2 filles observèrent la bataille. L'une des filles exprima son admiration pour la force de Koinzel, mais sa mère lui rappela que toute personne attaquant les 7 héros était considérée comme un ennemi. Koinzel attaqua sur la gauche, déchirant les vêtements d'Elsaria, mais Sophie intervint en libérant des ondes magnétiques qui paralysèrent Koinzel et le firent s'évanouir. Elsaria s'approcha et lui dit de se détendre avant de perdre conscience, précisant que son épée ne représentait aucune menace pour les 7 héros ni pour le gouverneur Barestar, qui se trouvait à proximité. Barestar se réveilla en sursaut après un cauchemar, entouré de ses gardes. Il se proclama l'un des 7 héros et leur ordonna de ne pas l'approcher, exigeant la destruction du tueur de héros dans la cité libre. Elsaria attaqua Koinzel, mais celui-ci bloqua son coup, la surprenant en réussissant à se mouvoir malgré la barrière. Il lui ordonna de s'écarter du combat. Elsaria tenta une nouvelle attaque, que Koinzel esquiva alors que la barrière disparaissait. Atto arriva pour l'aider et leva son épée. Elsaria la félicita pour son courage à rejoindre les rebelles une fois de plus. Atto attaqua les 4 chevaliers, esquivant et tranchant leurs flèches, ce qui impressionna l'archer. Pendant ce temps, Elsaria combattait Koinzel. Atto observa son adversaire et déclara qu'elle se contenterait de surveiller son ennemi. Koinzel bloqua de nouvelles attaques des 4 chevaliers, étonnant encore Elsaria, qui reconnut que ses actions étaient plus nobles que celles d'un simple rebelle. Soudain, une explosion retentit près d'Atto et Koinzel, blessant gravement Atto et détruisant une partie du mur de la ville. Une pluie de flèches enflammées traversa la brèche, provoquant la panique parmi les habitants. Elsaria, stupéfaite, observa les flèches et se demanda qui les avait lancées. Un membre de son groupe lui indiqua qu'il s'agissait des forces du gouverneur. Cherchant Koinzel et Atto du regard, elle réalisa qu'ils avaient disparu.